C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a organisé un colloque international ce mercredi à Cotonou. La rencontre a réuni experts de la régulation des médias, journalistes et différentes personnalités. Le compte rendu dans cette édition. Les résultats de la première délibération du baccalauréat, session unique de juin 2025, ont été rendus publics ce mercredi par le directeur de l'Office du bac. Au classement, la série C se distingue avec le plus fort taux d'admissibilité. Plus de précision dans ce journal. À la page Inter, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a été condamné ce mercredi par la justice espagnole à 1 an de prison. Il avait dissimulé une partie de ses revenus au fisc espagnol en 2014. À nouveau, bonsoir. Régulation médiatique des élections à l'ère du numérique est le thème de la rencontre qui a réuni des experts de la régulation des médias, journalistes et autorités. L'événement intervient en amont aux élections générales de 2026. L'ARAC entend proposer des pistes de réflexion et des stratégies pour une régulation efficace. Suivons le reportage. À l'heure où les innovations technologiques redéfinissent les pratiques médiatiques et influencent les élections, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC a initié un colloque international placé sur le thème « Régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ». Cette rencontre a réuni les sommités des instances de régulation de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, professionnels des médias et autorités à divers niveaux. À travers cette initiative, l'ARAC ambitionne d'identifier des stratégies pour garantir une couverture électorale transparente et respectueuse du pluralisme de l'information. Réguler les médias n'est pas tâche aisée. Mais nous sommes des gens très lucides et savons que les prochaines élections générales prévues pour janvier et l'élection présidentielle prévue pour avril prochain ne se passeront pas forcément comme les autres parce qu'il y a une nouvelle donne. Les prodigieuses avancées des nouvelles technologies dont l'une des manifestations est l'intelligence artificielle. Cela nous facilite certainement la tâche à bien d'égards. Mais il peut arriver par exemple que à l'issue de ces élections, nous ayons des résultats sortis par des algorithmes nourris de fausses données, des résultats plus vrais que nature. Mais comme cela s'appelle intelligence artificielle, j'ai espoir que l'intelligence humaine rassemblée ici à Cotonou réfléchira à trouver les moyens pour commencer à gérer cette nouvelle donne. Les médias sont aujourd'hui confrontés à la prolifération des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle qui ne cessent de bouleverser les modes d'information et de communication politique. Ces évolutions technologiques, bien évidemment, peuvent entraîner une érosion de la confiance du public. Une régulation s'impose, mais elle doit concilier deux impératifs souvent en tension: l'intégralité électorale et le respect des libertés fondamentales, notamment le respect de la liberté d'expression. C'est cet équilibre que nous, régulateurs, devons trouver et veiller à ce que les principes généraux de la communication soient respectés par les médias, certes, mais également par les acteurs des réseaux sociaux, aussi bien en période ordinaire qu'en période électorale. Les participants se pencheront sur plusieurs problématiques, des partages d'expériences et des solutions adaptées pour contrer les effets néfastes qu'imposent les évolutions technologiques dans le secteur audiovisuel. Une démarche saluée par la vice-présidente de la République du Bénin. Nous saluons et remercions les hauts responsables des instances régulatrices des pays frères et amis venus accompagner la HAC dans la célébration de ces 30 années d'existence. Le thème retenu nous renvoie ipso facto à la question du contrôle, de l'endiguement de la communication, mais aussi des données
faits et informations politiquement sensibles en période électorale dans un contexte d'usage du numérique et de l'intelligence artificielle par tous les acteurs sociaux, tous les citoyens. Le numérique et l'intelligence artificielle ont en effet radicalement transformé notre rapport au savoir, à l'information, à la communication et à leur accès. Certes, ils offrent des opportunités extraordinaires dans la production, le stockage et la diffusion des contenus informatifs, mais ils font émerger des défis complexes, nouveaux pour les médias et les démocraties. Nous devons nous orienter vers une régulation inéluctablement multipartite des médias à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle en période électorale. La présente rencontre est partie intégrante des activités inscrites au programme de la commémoration des 30 ans d'existence de la RAC au Bénin. Dans un tout autre registre à présent, l'association CEA était ce jeudi à l'orphelinat La Bergerie de Dieu de Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle a fait don de vivres et de fournitures aux enfants du centre. Quelques propos dans cet élément. Ici, c'est l'association CEA. On est venu à la Bergerie de Dieu, l'orphelinat Bergerie de Dieu, aujourd'hui avec mes compagnons. Et on est venu avec des cadeaux pour les enfants, de maïs, du riz, de cahiers, avec des fournitures quand même. Donc, ces enfants, vous-même, vous le savez qu'ils n'ont personne. Donc, la CEA a pris cette décision d'aider ces enfants-là. Donc, aujourd'hui, on a pris des bonnes décisions pour venir à l'orphelinat Bergerie de Dieu. Ce n'est pas ici seul que nous voulons le faire, mais nous allons passer dans plusieurs centres d'orphelinat. Notre structure, c'est une agence. Le sigle CEA, c'est un mot en anglais. Le C, c'est Campbell. Et le E, c'est Ewald. Et le A, c'est Advertis. En français, c'est une agence de publicité et d'annonce. Par ma voix, nous vous disons infiniment merci pour ce geste d'amour fait à notre égard. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous le rende ressentir, qui vous donne la paix, la prospérité, l'amour. À 3, j'invite mes frères et sœurs, nous allons vous faire un band d'amour. 1, 2, 3. De tout mon cœur. Mes impressions sont de joie. Nous avons passé par ce canal et remercier beaucoup pour ce don qu'ils ont fait au regard des enfants. Et tout nos bonheurs est qu'ils reviennent sentiment avec beaucoup de choses pour les enfants. À ma présence, ce n'est pas nous qui les promettons, c'est les enfants qui les promettent vraiment de faire bon usage de tout ce qu'ils ont amené et de faire preuve de sagesse, surtout compte des fournitures scolaires qu'ils nous ont apportées. L'orphelinat, la Bergerie de Dieu ne vit que des dons. Et si ces enfants sont là, c'est grâce à eux, qui sont aussi des partenaires déjà, qui sont aussi des donateurs qui ont fait part à l'existence de ces enfants. Et que les dons que tous les donateurs font, c'est ça qui nous permet de faire nourrir les enfants, de faire suivre les enfants, de les divertir comme il le fait. Et dans le reste de l'actualité, le directeur de l'Office du baccalauréat a procédé dans la soirée du mercredi à la proclamation des résultats de la première délibération du baccalauréat, session unique de juin 2025. Au décompte par série, c'est la série C qui enregistre le plus fort taux d'admissibilité. Suivons les détails avec le directeur de l'Office du bac, M. Alphonse Da Silva. C'est dans cet extrait de Romare Kadossa. Cette année, sur les 118 537 candidats présents, nous avons 57 349 admis, soit un taux de réussite de 73,02%. Ces résultats sont exceptionnels, inédits. Le mérite revient à tous les acteurs et particulièrement au chef de l'État. Le système éducatif a été métamorphosé
par les réformes opérées dans le secteur. Nous pouvons en être fiers pour notre pays au vu de ce qui se passe dans l'environnement. Le chef de l'État nous montre que lorsque on est persévérant et rigoureux dans le travail, on peut réaliser de grandes choses. Je suis personnellement ému pour ces résultats. Je savais que les résultats seraient bons, mais voilà, je vous les donne série par série. Série A1, 78,68% taux de réussite. A2, 74,96%. B, 81,26%. C, 82,77%. D, 72,95%. E, 65,63%. EA, eau et assainissement, 63,70%. F1, 27,51%. F2, 68,87%. F3, 62,69%. F4, 36,45%. G1, 71,85%. G2, 70,91%. G3, 60,75%. Concernant les départements, la Liborie a engrangé un taux de 60,55%. La Takora, 65,54%. Atlantique, 78,13%. Borgou, 70,14%. Colline, 70,30%. Koufo, 77,95%. Donga, 65,57%. Littoral, 73,47%. Mono, 76,00%. Ouémé, 70,76%. Plateau, 10,92%. Zou, 115,38%. Au total, pour le Bénin, vos enfants engrangés vont le taux de 73,02%. Vous voyez, je le dis avec sentiment parce que moi-même, je suis un père, je suis formateur et je suis le directeur de l'office du baccalauréat. Je voudrais que vous puissiez applaudir tous ces enfants qui sont allés au bac pour ce succès. Une fois encore, chers amis de la presse, merci pour votre présence. Je vous remercie. En interactualité, en République démocratique du Congo, le procès de Constant Mutamba, ancien ministre congolais de la Justice, s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa mais a été reporté au 23 juillet. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics initialement destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans l'est du pays. Le reportage. Après une première audience mercredi, le procès de l'ancien ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, a été reporté au 23 juillet. L'ancien garde des Sceaux est poursuivi devant la Cour de cassation de Kinshasa pour détournement de fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, principale ville de la Tchopé à l'est de la RDC. Arrivé à cette première comparution avec une heure de retard, le prévenu s'est confondu en excuses, évoquant des embouteillages. Peu avant, ses avocats avaient demandé un report afin d'examiner le dossier et de mieux préparer la défense de leurs clients. Ce qui avait été rejeté par le tribunal, mais après insistance, le tribunal a finalement cédé. À la sortie de cette audience, la défense de Constant Mutamba a dénoncé un procès politique et non juridique. L'ex-candidat à la présidentielle de 2023, ressorti libre, n'a pas fait de déclaration. Le ministre démissionnaire risque jusqu'à 20 ans de prison sans possibilité de faire appel de sa condamnation. Au Kenya, le président a rompu le silence sur les récentes manifestations antigouvernementales qui ont fait des dizaines de morts, déclarant qu'il ne permettrait pas l'anarchie dans le pays sous couvert de manifestations pacifiques. Au total, 50 personnes sont mortes ces 2 dernières semaines
lors de 2 vagues distinctes de manifestations. Le reportage. Depuis le 25 juin, le Kenya est secoué par une vague de manifestations antigouvernementales d'une rare intensité. Déclenchée par la mort d'un blogueur en garde à vue, cette contestation populaire a dégénéré en affrontements violents à travers le pays, causant la mort d'au moins 50 personnes en 2 semaines et plus de 500 arrestations. Dans ce contexte tendu, le président William Ruto choisit la fermeté. Ce pays ne sera pas détruit par une poignée d'individus impatients qui cherchent à changer le gouvernement par des moyens inconstitutionnels. Cela n'arrivera pas. Le 7 juillet, lors des manifestations de Saba Saba, 31 personnes ont été tuées et 107 blessées. William Ruto appelle malgré tout les forces de l'ordre à employer des moyens extrêmes, tout en dénonçant une instrumentalisation politique des mobilisations. Appelez-moi comme vous voulez, mais je veillerai à ce qu'il y ait la paix et la stabilité au Kenya, par tous les moyens. Ce vandalisme va cesser. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes amis, mais cette destruction des biens d'autrui va cesser. Un citoyen travaille pendant des années, puis un politicien. Et il suffit qu'une personne stupide organise des manifestations pour que tout soit détruit. Et on appelle ça de la politique. Quelle politique ? Les organisations de la société civile et des Nations Unies exhortent Nairobi à respecter les droits fondamentaux. 5 policiers ont été récemment inculpés pour leur rôle présumé dans la mort de civils et des enquêtes sont en cours. La population reste partagée entre colère, peur et résilience dans un pays où la tension politique semble désormais à son paroxysme. Les répercussions économiques des droits de douane imposés par l'administration Trump à tous ses partenaires commerciaux se font déjà durement sentir dans les pays les plus pauvres et dépendants. C'est le cas du Lesotho, le petit royaume enclavé au cœur de l'Afrique du Sud, subit déjà des pertes d'emplois massives et a déclaré l'état de catastrophe nationale en raison de la forte progression du chômage et de pertes massives d'emplois. Le reportage. Le Lesotho déclare l'état de catastrophe nationale. À en croire les autorités, les tarifs douaniers du président Donald Trump, bien que suspendus, ont enrhumé la machine économique et par conséquent menacent des milliers d'emplois. Le gouvernement prévient près de 40 000 emplois seraient menacés si par exemple l'AGOA n'était pas renouvelée fin septembre. C'est en avril dernier que le président américain a décidé d'imposer 50% de droits de douane à ce pays d'Afrique australe d'un peu plus de 2 millions d'habitants et enclavé dans l'Afrique du Sud. Pourtant, le produit intérieur brut du Lesotho dépend fortement de ses exportations de produits textiles, notamment de jeans vers les États-Unis, son deuxième partenaire commercial après l'Afrique du Sud. Selon les chiffres officiels, le chômage s'élève à 30%, mais pour les jeunes, le taux atteint près de 50%. Instauré jusqu'en 2027, cet état de catastrophe nationale devrait permettre de réorienter des fonds vers des programmes afin d'aider des jeunes à trouver un emploi. Jugé coupable d'avoir caché une partie de ses revenus au fisc espagnol en 2014 lors de son premier passage à la tête du Real Madrid, l'actuel sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a été condamné ce mercredi à 1 an de prison. En l'absence d'antécédents pénaux, l'Italien âgé de 66 ans n'ira pas en prison et verra sa peine aménagée. C'est après moi. C'est une peine largement inférieure aux réquisitions du parquet espagnol. L'Italien Carlo Ancelotti a été condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale, une peine qu'il ne devrait pas exécuter derrière les barreaux, la législation espagnole étant clémente avec les primo-délinquants. L'entraîneur du Brésil a écopé d'1 an de prison et de 450 000 $ d'amende pour fraude fiscale. Le parquet avait requis 4 ans et 9 mois pour 2 chefs d'accusation. Il est accusé d'avoir dissimulé de l'argent dans des sociétés écrans entre 2014 et 2015. Alors qu'il était encore entraîneur du Real Madrid. Ses avocats ont salué cette décision car en Espagne, un juge peut suspendre une peine de moins de 2 ans pour les primo-délinquants. Le tribunal a également reconnu qu'Ancelotti n'était pas officiellement un résident espagnol en 2015. L'entraîneur italien est le dernier d'une longue série de grands noms du football à faire l'objet de procédures judiciaires en Espagne pour des impôts impayés. À ce jour, aucun d'entre eux n'a été inculpé.
L'Italien de 66 ans qui travaille au siège de la Confédération brésilienne de football est la nouvelle star du ballon rond, impliqué dans des affaires d'évasion fiscale, aux côtés des superstars Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et l'entraîneur José Mourinho. La Confédération brésilienne de football n'a pas officiellement commenté la décision du tribunal espagnol. Carlo Ancelotti est l'un des entraîneurs les plus titrés du football. Il a remporté entre autres 5 Champions League avec le Real Madrid et l'AC Milan. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.